Bonjour les curieux et bienvenue dans cet épisode assez spécial. Et oui, sans abonnés. Alors, c'est certes peu, mais c'est un premier cap important. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de complètement nouveau. Mais avant ça, mon petit speech reste le même. En espérant que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager si vous souhaitez me soutenir et à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Voilà, maintenant que c'est fait, bienvenue dans Elite Dangerous. Petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Ce simulateur de vol spatial, c'est comme ça qu'ils ont décidé de se qualifier, c'est un jeu de type Space Opera. On vous donne un vaisseau, 1 millier de crédits et on vous laisse comme ça dans une station stellaire avec pour terrain de jeu la Voie lactée et ses 400 milliards d'étoiles. Et démerdez-vous. Ah oui, et je précise aussi que on n'est pas dans Kerbal Space Program. Là, tout est à l'échelle 1.1. Donc si vous vous posez sur une planète et que vous voulez en faire le tour à pied, cela vous prendra des mois. C'est un MMO, donc massivement multijoueur, et si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, je vous conseille vivement de chercher un petit groupe de joueurs qui vous guidera dans votre évolution. Alors me direz-vous, pourquoi parler d'un jeu de science-fiction sur une chaîne de vulgarisation ? La raison est assez simple. En fait, dans science-fiction, il y a science. Alors, fiction aussi, mais là on va plutôt s'intéresser du côté science de la science-fiction. La plupart des amateurs de SF ont déjà dû remarquer qu'en fonction des films ou des jeux, certaines choses ne sont plus ou moins cohérentes. C'est ce qui différencie ce qu'on appelle la hard SF de la SF dite classique. En effet, dans la hard SF, on retrouve un souci de réalisme que l'on ne retrouve que rarement ailleurs. L'idée de cette vidéo est donc de prendre un jeu de hard SF et de s'intéresser au côté science de celui-ci. Mais avant cela, il va falloir que je vous explique le contexte dans lequel le jeu se trouve. Nous sommes en 3305 et l'humanité est devenue une espèce interstellaire. Ça fera plaisir à Elon Musk. La bulle, comme on l'appelle, est l'espace humain, une sphère d'environ 300 années-lumière de diamètre. Celle-ci est divisée en 3 superpuissances, la Fédération, l'Empire et l'Alliance. La variété des vaisseaux, des stations et des activités dans le jeu sont immenses et je n'aurai pas assez de temps pour tout énumérer. Alors, on va passer au-dessus. Comme vous venez de le voir, les stations sont en rotation afin de générer une gravité artificielle. Seuls les outposts de toutes petites stations ne tournent pas. Cette vitesse de rotation, quand on fait le calcul, est parfaitement calculée pour générer un G, ce qui fait un point positif en faveur de la science. Ensuite, qu'avons-nous ? Les étoiles et les systèmes stellaires sont générés en fonction des connaissances scientifiques actuelles. Alors bien évidemment, on ne connaît pas les 400 milliards d'étoiles de notre galaxie. Il s'agit d'une extrapolation faite par les scientifiques qui estiment à peu près ce nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Une génération procédurale gère donc la création des systèmes stellaires et des planètes lorsque vous les découvrez. Pour information, les planètes du système TRAPPIST, découvertes récemment, avaient déjà été générées par l'algorithme du jeu. Seules leur taille et les distances à l'étoile ont dû être corrigées lors de la découverte de celle-ci. Je pense donc que ça fait un point positif pour le réalisme. Maintenant qu'on a vu ça, je propose qu'on se penche sur les technologies des vaisseaux eux-mêmes. Première chose, l'énergie et la propulsion. Quel est le système qui permettrait à un vaisseau de générer suffisamment d'énergie pour dépasser la vitesse de la lumière ? À ma connaissance, il existe 5 grandes catégories pour la propulsion. La première, vous la connaissez tous, c'est la propulsion chimique, celle de nos lanceurs actuels. La deuxième, qui est de plus en plus commune sur les sondes et les satellites, c'est la propulsion électrique, qui offre, malgré des poussées très très faibles, des performances 10 fois supérieures à ceux de la combustion chimique. Viendraient ensuite les moteurs à fission nucléaire. Poussés à leur paroxysme, ils pourraient théoriquement être jusqu'à 30 000 fois supérieurs à la propulsion chimique. La fusion nucléaire, qui serait le stade suivant, pousserait le vice jusqu'à 200 000 fois plus puissant. Mais, quand on souhaite tordre l'espace-temps et raccourcir les distances entre les étoiles, il faut une telle quantité d'énergie que toutes les méthodes citées précédemment ne servent à rien. Pour faire ça, il faudrait plutôt penser à une propulsion utilisant l'antimatière, qui elle serait 30 millions de fois plus puissante que la propulsion chimique. Le contact d'un demi-gramme de matière et d'antimatière fournirait théoriquement l'équivalence énergétique de 30 tonnes d'hydrogène et d'oxygène. Dans le jeu, on peut faire le plein de carburant en entrant dans la couronne de certaines étoiles. On sait aussi que certaines éruptions solaires peuvent créer de l'antimatière.
Cependant, on ne parle que de quelques kilos, alors que dans le jeu on nous parle de tonnes de carburant. Pour de telles quantités, il s'agit plus probablement de récolter de l'hydrogène ou de l'hélium, qui est le genre de carburant utilisé pour la fusion nucléaire. Ça fait donc un point négatif pour le réalisme. Étant donné que l'on n'est même pas sûr que l'énergie produite avec de l'antimatière soit suffisante pour une telle propulsion, la fusion n'est absolument pas envisageable. Si on oublie la production d'énergie par contre, il y a 3 modes de propulsion dans le jeu. La propulsion conventionnelle, le supercruise comme ils l'appellent, qui permet de se déplacer rapidement dans un système stellaire, et un genre d'hyperpropulsion pour sauter d'étoiles en étoiles. Le supercruise peut être comparé à une propulsion alcubierre similaire à Star Trek, et qui bien que très théorique permettrait de surfer sur l'espace-temps. L'autre technologie d'hyperpropulsion, similaire à celle des portes des étoiles de Stargate, permettrait de créer un trou de verre qui relie 2 points dans l'espace. Quand on vole en mode conventionnel, par contre, les vaisseaux ont une limite de vitesse, même si on donne 2 accélérations dans le même sens avec l'assistance de vol désactivée, ce qui fait un point de moins pour la science. Voilà, nous avons déjà pas mal fait le tour. Pour finir, je propose que nous nous intéressions au système d'armement. Il y a 2 grandes catégories d'armes sur Elite Dangerous, les armes à projectiles et les armes à énergie. Les canons ou autres missiles existant déjà, nous allons plutôt nous intéresser au système d'armes énergétiques. Vous avez 3 sortes différentes de lasers, les rayons, les impulsions et les rafales. Avec une source d'énergie comme la fusion thermonucléaire, il est très probable que ceux-ci puissent alimenter avec suffisamment de puissance des lasers assez performants pour faire fondre le blindage d'un vaisseau ennemi. Les vaisseaux possèdent aussi des boucliers d'énergie qui scintillent comme une bulle. Et, à ma grande surprise, d'après Boeing, c'est possible. Je vous mets le lien en description. Il est possible de fabriquer un bouclier plasmique très gourmand en énergie, certes, et consommant du gaz, mais c'est donc à ma grande surprise que nous ajoutons un dernier point positif pour la science. Bon, cette fois c'est vraiment fini, cet épisode touche à sa fin, alors j'espère qu'il vous aura plu malgré son caractère très spéculatif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, que je sache si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si vous souhaitez me soutenir. Surcharge d'énergie détectée. Lancement de la séquence de réinitialisation du système. Propulsion.